Salam alaikum. On reste toujours dans le créneau des diarrhées chroniques et cette fois-ci, on va aborder euh, l'allergie aux protéines lait de vache de l'enfant, nouveau-né et nourrisson y compris. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord commencer par un rappel de certaines notions qui me paraissaient importantes à définir, afin de vous aider à bien comprendre et appréhender ce qu'on va dire après. Alors, les objectifs du cours est que, à la fin du cours, vous soyez capable de reconnaître les différents tableaux cliniques que peut revêtir une APLV chez l'enfant, nourrisson et nouveau-né compris, bien sûr, être capable de prendre en charge un état d'urgence engageant le pronostic vital, dont les APLV à IgE métier notamment, et être capable d'indiquer un traitement à base de diète adaptée et appropriée. Alors on va commencer par tout d'abord définir l'immunité. Elle désigne l'ensemble des réactions immunologiques élaborées par le système immunitaire vis-à-vis des antigènes. C'est quoi les antigènes? C'est des substances étrangères à l'organisme. Ça peut être des virus, ça peut être des bactéries, des parasites, des moisissures, des plantes, des animaux, des médicaments. Alors la liste là, elle est longue. On définit aussi après, c'est quoi un allergène? L'allergène est un sous-groupe d'antigènes capable de susciter une réaction allergique. Et donc, les allergènes sont des protéines ou des glycoprotéines. On en distingue les pneumoallergènes qui sont véhiculés par l'air, exemple le pollen, le poil d'animaux, les acariens, et qui sont incriminés surtout dans les allergies respiratoires. Et les trouphes-allergènes qui sont des allergènes alimentaires. Exemple, le lait de vache, l'arachide, les poissons, les œufs, les fruits, les gluten. Et donc la liste, ça n'en finit pas. Sensibiliser. Qu'est-ce qu'on entend par un organisme sensibilisé? Ça signifie que le sujet a des anticorps de classe IgE spécifiques d'un allergène sans pour autant développer des manifestations cliniques systématiques au contact de cet allergène ultérieurement. C'est-à-dire, nous savons que toute réaction immunologique nécessite un contact préparant. C'est-à-dire, il doit y avoir toujours un premier contact avec l'allergène. À la suite de quoi, il y a possibilité d'une réponse immunologique, mais qui est silencieuse. Et ça s'appelle sensibilisation. C'est ce qu'on vient de dire, sensibiliser. Et donc, l'organisme qui est déjà sensibilisé, lors d'un contact ultérieur ou lors d'un deuxième contact avec l'allergène, deux cas de figure peuvent arriver. Soit il n'arrive rien du tout, tout se passe bien pour l'enfant, mais pour certains d'entre eux qui sont déjà sensibilisés, cela induit une réaction immunologique qu'on appelle la réaction allergique. Et pourquoi ils développent, eux, cette réaction allergique? Tout simplement parce qu'ils ont un terrain, une atopie, c'est-à-dire, entre guillemets, une susceptibilité génétique. Pourquoi j'ai dit entre guillemets? Parce que les choses ne sont pas encore claires. Cette réaction allergique, elle peut se traduire soit cliniquement, soit immédiatement après le deuxième contact avec l'allergène, soit, on parle de manifestation aiguë, soit elle peut survenir
quelques heures, quelques jours plus tard, et donc on parle de réaction allergique tardive. On continue nos définitions, et là on va définir l'hypersensibilité. C'est quoi? C'est une réaction anormale, intense, inappropriée, voire dangereuse, même à des doses très faibles. D'accord? Chez des individus normaux, ne s'accompagne d'aucune manifestation vis-à-vis d'un aliment. Elle peut être immunologique, ce qu'on appelle synonyme d'allergie. Donc l'allergie, on peut aussi la nommer hypersensibilité immunologique. Ou bien, cette hypersensibilité peut être non immunologique. Elle est synonyme d'intolérance, de mécanismes variables. Donc, c'est des définitions qu'il faut les connaître pour qu'on puisse comprendre notre cours sur la PLV. Ça, c'est très important. Passons maintenant à la définition de l'intolérance. On vient de le dire, c'est une hypersensibilité, mais non immunologique. Elle peut être due à un déficit enzymatique, transitoire, ou autre mécanisme. Mais parfois, elle peut prendre l'aspect ou l'apparence d'une réaction allergique. Et donc parfois, on a tendance à la confondre avec une allergie. Donc, on continue nos définitions et on passe à la définition de l'allergie. On peut la définir comment? Tout simplement comme étant une hypersensibilité, d'accord? Immunologique, soit liée à des anticorps particuliers qu'on appelle les IgE spécifiques, et là, elle aboutit à des réactions d'hypersensibilité IgE médiée ou IgE dépendante. Hein? Il faut se familiariser avec les termes, je le fais exprès, et ces termes-là, on va les répéter au fur et à mesure qu'on est en train de faire notre cours. D'accord? Ou bien, elle peut donner des réactions en rapport avec une activation lymphocytaire T, c'est-à-dire des réactions à médiation cellulaire. Et donc, aboutissant à des réactions allergiques non IgE médiées. On les appelle des réactions d'hypersensibilité non IgE médiées ou non IgE dépendantes. Parce que dans certains bouquins, vous trouvez non IgE dépendante, IgE dépendante. C'est juste pour... ça veut dire que c'est la même chose. Hein? IgE médiée ou IgE dépendante. Maintenant, on va définir l'atopie. Rappelez-vous, on vient d'en parler. Elle correspond à une notion ancienne de terrain. Avant, il y a quelques décennies, on ne parlait pas d'atopie, on disait terrain. C'est juste pour vous montrer que les concepts évoluent. Et donc, caractérisée par quoi cette atopie? Par la tendance anormale de certains individus. Vous voyez, ce n'est pas tous les enfants, mais certains enfants, certains individus, plus que d'autres, à fabriquer des IgE spécifiques dirigés contre des substances naturelles de l'environnement. Ça peut être des trophallergènes, ça peut être aussi des pneumoallergènes. Et donc, à développer des manifestations allergiques. Là, je m'explique un petit peu. C'est qu'un un enfant atopique ne développe pas une réaction allergique d'emblée. Non, il doit être déjà sensibilisé. On l'a dit tout à l'heure. Il faut qu'il soit déjà eu un contact avec l'allergène. Et c'est lors du deuxième contact avec l'allergène qu'il va développer des réactions allergiques. C'est très important de comprendre cette notion-là. Enfin, on va aussi définir l'anaphylaxie, ou ce qu'on appelle les réactions anaphylactoïdes, parce qu'avant, il y a quelques années, il y a quelques décennies, on différenciait les réactions anaphylaxiques des réactions anaphylactoïdes. Anaphylactoïde, c'est une ancienne dénomination, mais vous pouvez la trouver dans certains bouquins. Donc, c'est la même chose que réaction anaphylactique. D'accord? C'est quoi une réaction anaphylactoïde ou anaphylaxie?
c'est quel que soit l'âge, sur la notion de l'installation rapide de signes systémiques. Ça peut être respiratoire, et ou cardiovasculaire, et ou cutanéo-muqueux, et ou digestif, après une exposition à un allergène connu ou non. Et donc, la gravité de cette anaphylaxie ou cette réaction anaphylactoïde est appréciée comme chez l'adulte par la classification de Ring, qu'on va voir après dans la clinique. On continue. Donc, l'allergie, on ne va pas la reprendre, c'est bon. On l'a définie, on l'a redéfinie. On passe à la définition de l'allergie alimentaire. C'est quoi? C'est l'ensemble des réactions immunitaires anormales consécutives à l'exposition à une protéine alimentaire de nature animale ou végétale. C'est-à-dire, on est parti du concept allergie, façon générale. Maintenant, on va cibler. C'est une allergie alimentaire qui est dirigée contre les aliments. Et est-ce qu'on va étudier toutes les allergies alimentaires? Non, impossible. Elles sont tellement nombreuses. C'est des centaines et des centaines. Nous, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier la PLV, c'est-à-dire l'allergie aux protéines de lait de vache. C'est une réaction, toujours, bien sûr, c'est une réaction allergique, donc c'est une réaction immunologique vis-à-vis d'une ou plusieurs protéines du lait de vache. Ces protéines, elles sont au nombre de 4. La caséine, la bêta-galactoglobuline, la alpha-lactoglobuline et le sérum albumine. Donc l'individu ou l'enfant, il peut être soit allergique à l'une de ces protéines ou bien à 2, ça peut être 3, ça peut être les 4. Alors donc, les réactions ou le mécanisme impliqué dans cette réaction allergique sont de deux types. Il y a ce qu'on appelle les réactions IgE-médiées, on a parlé tout à l'heure, on les appelle aussi les réactions d'hypersensibilité de type 1, qui entraînent des manifestations aiguës, c'est-à-dire à la suite de l'ingestion de l'allergène. Dans les minutes qui suivent, ça peut entraîner des manifestations aiguës graves parfois, mettant en jeu le pronostic vital dans les médias. D'accord? C'est ça qui fait la gravité de la PLV. C'est notamment quand elle survient dans un tableau de réaction IgE-médiée. Ensuite, il y a les deuxièmes types de réactions, on les appelle les réactions non IgE-médiées ou réactions d'hypersensibilité non IgE-médiée, non IgE-dépendante. Et elle entraîne, ce mécanisme entraîne des réactions retardées, c'est-à-dire lors de l'ingestion de l'allergène, ils vont faire des réactions quelques heures après, parfois quelques jours après. Alors maintenant, pourquoi on s'intéresse à la question de la PLV? L'intérêt de la question, tout simplement parce que l'allergie aux protéines lait de vache, c'est une pathologie qui est fréquente en pédiatrie et elle touche 2 à 3% des nourrissons. L'intérêt de la question aussi, de la PLV, réside dans sa gravité, notamment parce qu'elle revêt la forme d'IgE médié. Et donc là, il y a le risque de choc anaphylactique. Rappelez-vous, le choc anaphylactique, c'est ce qu'on a défini tout à l'heure dans les définitions. Ce choc anaphylactique qui peut mettre en jeu le pronostic vital dans les médias. On s'intéresse aussi à la question parce que on peut prévenir cette pathologie, comme on l'a dit dans le cours des diarrhées chroniques. C'est que, et là, on peut la prévenir par la promotion, en faisant promouvoir l'allaitement maternel. Le lait maternel peut mettre le bébé à l'abri de la PLV. Et donc, c'est pourquoi on doit motiver, encourager, préparer les mamans
ou les futures mamans à allaiter. Et ça, c'est notre devoir, le devoir des médecins. En tant que médecin, c'est notre devoir. Et je vais reprendre cette question-là, l'allaitement maternel, je vais la reprendre à la fin du cours. Passons maintenant au mécanisme de la PLV. Les mécanismes impliqués dans la PLV relèvent de la classification de Gell et de Coombs. Cette classification qui a été établie il y a plus de 40 ans. Et normalement, cette classification, comme vous le savez tous, puisque vous êtes censé avoir fait ça en 3e année, elle comporte normalement 4 stades. Le type 1, le type 2, le type 3 et le type 4. Cette classification, sachez-le, elle demeure toujours une référence et d'actualité, malgré un approfondissement des connaissances et malgré une réalité plus complexe des maladies allergiques. Je rappelle que cette classification de Gell et de Coombs, elle n'est pas destinée uniquement à l'allergie aux protéines de lait de vache, non. C'est une classification qui est établie pour toutes les maladies allergiques, que ce soit d'origine alimentaire, que ce soit d'origine respiratoire, que ce soit d'origine médicamenteuse, et j'en passe. D'accord? Concernant notre pathologie à nous, on va s'intéresser uniquement au type 1, c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité immédiate, ou à IgE médiée, ou à IgE dépendante. Hein? Je me répète à chaque fois, pour que vous puissiez vous familiariser avec les termes. On s'intéresse également au type 3, à complexe humain, réaction à complexe humain, et enfin au type 4, qu'on appelle aussi hypersensibilité retardée. Maintenant, on va essayer de rappeler brièvement la physiopathologie de ces 3 mécanismes. Donc, on va commencer par notre fameuse allergie de type 1, qu'on appelle aussi hypersensibilité de type 1. Alors, cette hypersensibilité ou cette allergie de type 1 est due à quoi? Elle est due aux anticorps type IgE ou IgG. Et là, je rappelle, toujours je fais des petits rappels, hein, d'accord? Ces anticorps, bien sûr, rappelez-vous, ils sont produits par les lymphocytes B, qui deviennent plasmocytes, et les produisent. On va beaucoup plus parler des anticorps IgE, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent le rôle prépondérant en matière de réaction de type 1. Alors, ces anticorps type IgE, c'est des anticorps spécifiques. C'est-à-dire quoi spécifique? C'est-à-dire qu'ils sont dirigés de façon spécifique contre les allergènes des protéines de lait de vache. Ils ont été programmés pour cibler les protéines de lait de vache. Elles n'ont pas été programmées pour cibler un autre aliment, mais uniquement les protéines de la vache. Et là, je voudrais juste vous dire que les IgE spécifiques, elles sont nombreuses. Il y a plusieurs classes. Il y a des enfants qui ont des allergies multiples. Et donc, on peut avoir des IgE spécifiques qui sont dirigés contre l'arachide, contre l'œuf, contre, je ne sais pas, les fruits, certains fruits, contre le blé, contre le gluten. Ça dépend. D'accord? Et chaque IgE spécifique, il va vers son allergène spécifique. Il ne se mélange pas, il ne se trompe pas de cible. Alors, ces allergènes, ces IgE spécifiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, et qui sont fortement produites par un terrain atopique, on en a parlé tout à l'heure, prédisposé, sensibilisé déjà, même si c'est un terrain atopique, il doit être au préalable sensibilisé. Donc, prédisposé par un terrain atopique en réponse
aux stimulations allergéniques. C'est-à-dire, lors d'un deuxième contact, il va réagir. Et ces IgE spécifiques, elles vont fixer sur leurs récepteurs les allergènes des protéines de vache. Et ce complexe, ou l'ensemble allergène IgE spécifique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va à son tour, par le biais des IgE spécifiques, se fixer sur la mastocyte. Car la mastocyte a à sa surface des récepteurs spécifiques pour ces IgE spécifiques. Et je rappelle toujours, pour qu'on puisse avoir la tête claire, que la mastocyte, rappelez-vous, c'est une cellule myéloïde qui est présente presque dans tous les tissus. Alors, une fois que ce complexe est fixé sur la mastocyte, qu'est-ce qu'elle va faire la mastocyte? Tout simplement, elle va se dégranuler et libérer cette fameuse substance dangereuse que nous connaissons tous et qui est l'histamine. Et elle va aussi libérer d'autres substances pro-inflammatoires qui seront à l'origine d'un afflux et activation secondaire d'autres cellules effectrices. Qui sont qui? Bien sûr, ses amis, qui font partie du système inné. La mastocyte ne travaille pas toute seule. Quand elle a besoin de renfort, elle fait appel à ses amis. Et donc ces amis, qui sont les basophiles, les cellules ésonophiles, les macrophages et les polynucléaires neutrophiles. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces derniers, ils vont à leur tour libérer leurs médiateurs chimiques, leurs cytokines, et ils vont encore amplifier et entretenir l'inflammation allergique. En quelque sorte, quand ils viennent, ces amis, ils mettent encore du feu sur le feu. Ou bien, donc, cette libération brutale d'histamine, outre ses effets vasoactifs, elle sera à l'origine de quoi? Elle sera à l'origine de l'hypotension. Et ça peut aller jusqu'à le collapsus circulatoire. Elle peut aussi entraîner une bronchoconstriction, qui peut entraîner une gêne respiratoire, voire un asthme. Il faut savoir aussi que ces effets vasoactifs, comme la mastocyte, elle se trouve dans de nombreux tissus, elle peut toucher plusieurs organes en même temps. Elle peut toucher par exemple l'œil, on peut avoir une conjonctivite. Elle peut toucher la peau, et on peut avoir des plaques urticariennes, voire une dermatite atopique. Elle peut toucher le tube digestif, et on peut avoir des vomissements itératifs. Donc, elle peut aussi toucher ce qu'on appelle, entraîner un œdème laryngé. Et ça peut aller de l'angio-œdème à l'œdème laryngé, ce qu'on appelle l'œdème de Quick. Donc, on voit que dans la réaction de type 1, l'atteinte, elle peut être mono, comme elle peut être multisystémique. Et donc, elle met en jeu le pronostic vital du bébé dans les premières minutes après l'ingestion de l'allergène. Revenons aussi à notre fameuse histamine. C'est que cette histamine, elle a aussi une particularité incroyable, c'est qu'elle peut et elle est capable d'exercer un effet délétère d'emblée sur le cœur. Et elle peut entraîner ce qu'on appelle l'anaphylaxie cardiaque, c'est-à-dire la mort subite du bébé. Cette anaphylaxie cardiaque, retenez bien ça, c'est qu'elle peut survenir sans annoncer des couleurs. Et elle peut entraîner le décès sans qu'on puisse avoir le temps d'agir. Ce n'est pas comme l'anaphylaxie que j'ai déjà définie dans le préambule. Cette anaphylaxie, généralement, elle est précédée par plusieurs réactions
anaphylactique ou anaphylactude. On en a parlé. Maintenant, elle peut être précédée par une gêne respiratoire, elle peut être précédée par ce qu'on appelle l'œdème de Quick, elle peut être précédée par conjonctivite, elle peut être... Vous voyez, il faut faire la part des choses. Ça, c'est ce qu'on appelle l'anaphylaxie. Et l'anaphylaxie, également, elle peut entraîner le décès. Elle peut par choc hypovolimique ou par atteinte multisystémique extensive. C'est-à-dire, dans l'anaphylaxie, on a le temps d'agir. On peut agir. Mais dans l'anaphylaxie cardiaque, elle n'annonce pas les couleurs. D'emblée, arrêt cardiaque par arythmie ou par défaillance. Donc cela, et c'est à travers ça, vous comprenez maintenant pourquoi on s'intéresse à l'allergie aux protéines des vaches chez l'enfant. Concernant maintenant les réactions de type 3, ou ce qu'on appelle les hypersensibilités de type 3, les lésions dans ce type de réaction résultent de la formation d'immuns complexes qui sont constitués de quoi? Constitués de l'antigène, plutôt de l'allergène, et bien sûr avec l'anticorps, son anticorps spécifique. Et les anticorps spécifiques qui sont impliqués dans ce type de réaction, ils sont de type IgG et IgM. Et bien sûr, vous devinez un petit peu, qu'ils ont été produits également durant la sensibilisation. Et ces complexes humains, généralement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se déposer dans les tissus et entraîner l'activation du système complément. Et une fois que le système complément est activé, ce dernier va libérer ces facteurs. Ces facteurs qui vont exercer des effets vasodilatateurs et vasoperméatifs sur les parois capillaires. D'accord? Et bien sûr, ils vont également, ces facteurs-là, ils vont activer les plaquettes et toujours notre fameuse mastocyte, qui vont à leur tour, les plaquettes, bien sûr les mastocytes, libérer des médiateurs chimiques aboutissant à l'inflammation et encore à la nécrose. Je voudrais juste vous dire que le fait qu'il y a une vasodilatation et une vasoperméabilité sur les parois capillaires, donc cela, ça va entraîner au niveau des organes qui seront concernés par ça, et généralement les plus concernés, c'est surtout le bas du tube digestif. Cela va entraîner quoi? Va entraîner une rectocolite qui se traduit cliniquement par quoi? Par une rectorragie. Eh bien oui, les APLV peuvent se manifester également par une rectorragie. D'accord? Ça peut toucher aussi le haut du tube digestif et entraîner ce qu'on appelle une oesophagite allergique qui se traduit cliniquement par une hématémèse. Et donc, si on n'est pas avisé, si on n'est pas averti, on peut la rattacher, cette hématémèse, à une oesophagite peptique en rapport avec un RGO. Or, parfois, elle est aussi due à une APLV. Elle peut aussi toucher le tube digestif, comme on vient d'en parler. Ça peut aussi entraîner aussi des lésions de vascularite. D'accord? Alors, pour les réactions de type 3, je voudrais juste dire qu'on les appelle aussi des réactions semi-retardées. Pourquoi? Parce que généralement, elles surviennent soit dans les 4 heures après l'ingestion de l'allergène, ça peut aller aussi jusqu'à 2 heures après l'ingestion de l'allergène, et parfois même ça peut aller jusqu'à quelques jours. Alors pour les réactions de type 1, je ne sais pas si je l'ai dit, mais même si je l'ai dit, je vais encore le répéter, c'est tellement important. كما يقول لك المثل في إعادة إفادة. Les types 1 elles peuvent survenir, soit les premières minutes après l'ingestion de l'allergène, comme ça peut survenir dans les 30 minutes après l'ingestion de l'allergène. En tout cas, ça ne dépasse pas les moins de 2 heures. C'est-à-dire elle survient avant moins de 2 heures. On va retenir cette définition-là. D'accord? Ça, c'est très important.
Enfin, concernant les réactions de type 4, ou ce qu'on appelle aussi hypersensibilité retardée, c'est des réactions qui font appel aux lymphocytes T. Mais la question qui se pose, qui met le feu dans les lymphocytes T? Eh bien, ce sont les mastocytes. Oui, ce sont notre fameuse mastocyte. Cette mastocyte, on a l'impression qu'elle joue plusieurs rôles. Elle est programmée pour de nombreux rôles, selon les conditions. Alors, notre mastocyte, qui est sensibilisée par les IgE spécifiques, elle va favoriser la captation des allergènes, des protéines lait de vache, par qui? Par les CPA. C'est quoi les CPA? C'est les cellules présentatrices d'antigènes. Et que nous connaissons tous, c'est bien sûr le macrophage. En fait, la mastocyte, qu'est-ce qu'elle fait? On a l'impression qu'elle donne un signal au CPA et elle lui dit qu'il y a un intrus. Et donc, il faudrait s'en débarrasser. Et on sait très bien quel est le rôle des macrophages. C'est la phagocytose. Mais il faudrait aussi rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire, n'oublions pas que cet allergène est toujours fixé grâce à un récepteur spécifique au IgE spécifique. Et on voit que ces IgE spécifiques, en fait, c'est grâce à eux que l'allergène devient visible. En fait, les anticorps IgE, ils mettent en expression l'allergène. S'il n'y avait pas des IgE spécifiques, l'allergène pourrait passer inaperçu. Il pourrait vivre en cachette. Mais du fait des IgE, il n'a plus cette possibilité. Enfin, en fin de compte, les IgE, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en reconnaissance, ils permettent la reconnaissance des allergènes. Par qui? Par les macrophages. Pourquoi? Parce que les macrophages aussi, ils ont un récepteur spécifique à ces IgE spécifiques. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire en fin de compte le macrophage? Il va émettre des pseudopodes et il va englober et l'antigène et l'anticorps. Et il va bien sûr les broyer et les phagocyter et les transformer en ce qu'on appelle des terminaux antigéniques qui seront après déposés à sa surface. Et donc, la présence de ces terminaux antigéniques à la surface des macrophages va stimuler, va, comment dirais-je, émettre des signaux. Il va émettre des signaux à qui? Aux lymphocytes CD4. Retenez bien ces lymphocytes, ce nom-là, les lymphocytes CD4. Et ces lymphocytes CD4, elles deviennent actives et on les appelle les lymphocytes CD4+. Et ce n'est pas les lymphocytes CD4+, qui vont tuer ou qui vont s'en charger de ces déterminants antigéniques. Non, ce n'est pas leur travail, ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur boulot. Les lymphocytes CD4, qu'est-ce qu'ils vont faire? Une fois activés, une fois qu'ils ont reconnu qu'il y a un danger, elles vont libérer ce qu'on appelle des interleukines, des interférons gamma, et elles vont mobiliser les lymphocytes CD8. Qui deviennent activés, on les appelle les lymphocytes CD8+. Pourquoi les lymphocytes CD8? Parce que ces lymphocytes-là, ces lymphocytes, c'est les véritables tueuses. Ce sont eux qui vont détruire ces antigènes-là, parce que c'est leur travail. Et dans l'immunité, chacun a son boulot. On les appelle aussi les lymphocytes Keller ou cytotoxiques. Et non seulement ces lymphocytes CD8, ils vont détruire ces antigènes, ces déterminants antigéniques, mais aussi ils vont détruire tous les allergènes des protéines de lait de vache. Et comme les allergènes des protéines de lait de vache se trouvent dans les cellules intestinales, dans les entérocytes, ils vont détruire les entérocytes. Et les allergènes et les entérocytes. Les entérocytes, les cellules caléciformes,
les cellules en bordure en brosse, dont on connaît l'équipement enzymatique important au niveau de leur pôle apical. Et donc tout cela, ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir à l'atrophie villositaire, dont la conséquence est le syndrome de malabsorption avec toutes ses conséquences cliniques et biologiques. Et de là, l'enfant peut présenter, qui fait une APLV type 4, il peut présenter des diarrhées chroniques, il peut présenter une anémie, il peut présenter une cassure de la coupe pondérale, il peut présenter un ballonnement abdominal. Donc, tout ce qu'on a dit, rappelez-vous, dans notre premier cours sur les diarrhées chroniques par malabsorption. À travers ce rappel brièvement de la physiopathologie de la PLV, nous voyons et nous comprenons maintenant pourquoi la PLV peut revêtir des tableaux cliniques polymorphes et même parfois trompeurs, pouvant faire égarer le clinicien. C'est vrai que j'ai tardé dans la physiopathe de la PLV, mais parce que pour moi, je ne peux pas parler de la PLV sans parler de la physiopathe. Qui dit APLV dit physiopathe. Et si on arrive à comprendre un peu la physiopathe de la PLV, disons qu'on a un petit peu compris les manifestations et on peut même deviner les manifestations cliniques. Et donc de la physiopathe, normalement, découlent les manifestations cliniques. Et puis, la physiopathe, c'est la clé qui va nous permettre de comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi la PLV peut revêtir de tels tableaux. Et puis, c'est vrai, c'est un peu difficile, mais comme dit le proverbe, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et qui va doucement, arrive sûrement. Passons maintenant au diagnostic de la PLV. Alors, toujours la même démarche du diagnostic. Toujours la même, ça ne va pas changer. Elle repose avant tout sur l'interrogatoire. Donc l'interrogatoire, c'est l'étape cruciale. C'est pendant l'interrogatoire qu'on va recueillir le maximum d'informations qui va non seulement nous permettre d'avoir une présomption étiologique, mais aussi sur une présomption étiologique sur l'allergène, qui pourrait être à l'origine des manifestations cliniques, mais aussi il va nous permettre d'orienter les examens complémentaires. Donc, et pour réussir cet interrogatoire, il faut toujours mettre tous les atouts de votre côté, c'est-à-dire préparer en quelque sorte toutes les conditions pour réussir son interrogatoire avec la maman. C'est une étape qui est importante, mettre la maman en confiance, à l'aise, d'accord? Et savoir écouter la maman quand elle raconte l'historique de la maladie. Et cela demande de la part du clinicien de la patience et de la passion. Et ce genre d'interrogatoire, il peut être long, parfois ça dépasse les 20 minutes. D'accord? Dans ce fameux interrogatoire avec la maman, on doit tracer tout l'historique du bébé. On doit rechercher déjà s'il y a notion d'atopie familiale, notion d'eczéma, notion de rhinite, notion d'asthme. On doit aussi rechercher si les parents sont allergiques actuellement ou bien ils étaient dans leur antécédent allergique. Pourquoi? Parce que si les deux parents sont allergiques, et ce n'est pas spécialement aux protéines de lait de vache, ils peuvent être même à l'âge adulte, être allergiques à d'autres choses, à d'autres aliments. Et donc, si les deux parents sont allergiques, c'est-à-dire que le risque que leur bébé puisse développer une allergie, elle est aux alentours de 60%. Maintenant, si l'un des parents est allergique, le risque par rapport au bébé est aux alentours de 30%.
Maintenant, si les deux parents ne sont pas allergiques, il persiste toujours un risque, mais il est aux alentours de 15%. Donc vous voyez, la présence, lorsqu'il y a une présence d'un terrain allergique dans la famille. On doit aussi rechercher dans l'interrogatoire le rythme des manifestations cliniques. Est-ce que c'est précoce? Est-ce que c'est tardif? Toujours par rapport à l'ingestion de l'aliment supposé. On doit aussi rechercher la notion d'association des symptômes. Est-ce que lorsqu'elle donne, par exemple, les protéines de laitage ou d'autres aliments, est-ce que cet enfant-là présente plusieurs symptômes? Et parce que généralement, la maman, qu'est-ce qu'elle va vous faire? Elle va vous décrire les symptômes que vous, en tant que clinicien, vous êtes censé les connaître au préalable et qu'on va détailler après. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'enquête alimentaire. Et c'est une étape qui est parfois difficile. Pourquoi difficile? Surtout quand le bébé est diversifié. Quand le bébé n'est pas diversifié, jeune, le diagnostic est facile. Mais quand il est diversifié, ça pose un problème. Parce il a pris plusieurs aliments, entre autres les protéines de lait de vache, et donc parfois, on ne sait pas lequel des aliments incriminer. Surtout si la réaction n'est pas immédiate, mais elle est tardive. Donc on est dans le type 3 et le type 4. C'est-à-dire, et même parfois dans les manifestations aiguës du type 1, lorsque ça survient pas dans les médias, dans les minutes qui suivent l'ingestion de l'allergène, c'est-à-dire elle peut survenir 1 heure après ou 1 heure et demie après, et c'est-à-dire et le bébé a eu le temps de prendre d'autres choses avec les protéines de lait de vache, d'autres aliments, on aura du mal de discerner lequel a été en cause. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu la complexité des diagnostics chez l'enfant quand il est diversifié et quand la manifestation clinique ne survient pas immédiatement après l'ingestion de l'allergène concerné. Il faut bien sûr toujours, quand la maman vous rapporte les symptômes, on doit les noter, mais aussi noter l'horaire de l'apparition du symptôme par rapport toujours à l'allergène. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ou comme je viens de le dire maintenant, s'il a ingéré plusieurs aliments, donc ça pose problème. Et bien sûr, on doit aussi rechercher à l'interrogatoire quels sont les tableaux cliniques ou les manifestations allergiques qu'a présenté le bébé. Et là, la mère, elle va vous énumérer toutes les manifestations qu'elle a constatées sur son bébé. Ça peut être des laryngites à répétition, ça peut être une toux chronique, ça peut être un asthme, dermatite atopique, conjonctivite, ça peut être le syndrome oral. Le syndrome oral, il a une grande valeur dans le diagnostic. Et elle vous le décrit généralement la maman très très bien. Et s'associe prurite orofacial à la suite de l'ingestion. Une fois que l'aliment est ingéré, le bébé peut présenter un prurite orofacial, un gonflement des lèvres et un picotement pharyngé juste après l'ingestion de l'aliment concerné. Et ça c'est un élément qui est très important. Parfois aussi, ça peut être un choc anaphylactique. D'accord? Et le choc anaphylactique, rappelez-vous, il peut être mortel. Et elle vous dit comme quoi il adore ses antécédents, voilà qu'est-ce qu'il a fait, mais est-ce que c'était... Mais on n'a pas pu trancher. Et cela se pose beaucoup avec les enfants qui sont diversifiés. C'est vrai que le choc anaphylactique, il fait partie de la réaction du type 1, les manifestations aiguës. Mais parfois, quand il survient dans les médias après l'ingestion de l'allergène, même si l'enfant est diversifié, on peut identifier l'allergène. Mais maintenant, quand il survient à distance, c'est-à-dire aux alentours de 1 heure ou 1 h 30, ça veut dire que le bébé a eu le temps, entre-temps, d'ingérer d'autres aliments. Et donc, ce sera difficile de savoir lequel des aliments il a été à l'origine de son choc anaphylactique. Et là, il faut dire l'importance de l'enquête alimentaire. Et là,
C'est-à-dire quoi l'enquête alimentaire? C'est-à-dire qu'on doit reprendre le menu de chaque repas, sur, par exemple, c'est-à-dire avec un agenda de la maman. Et ce qui est bien dans les familles, je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, euh, parfois, ça arrive dans certaines familles, que c'est toujours le même menu qui tourne toute la semaine, à quelques différences près. Et donc, on peut, à travers l'agenda et à travers du menu de la maman, on peut identifier les allergènes possibles qui ont été à l'origine de ces manifestations. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les éliminer et après les introduire un par un. Vous allez me dire, docteur, pourquoi se casser la tête et ne pas demander des examens complémentaires? Oui, ça c'est une bonne solution, mais le problème c'est que parfois, même les examens complémentaires, ce qu'on appelle les tests cutanés et les dosages individuels spécifiques, peuvent revenir négatifs. Quand ils sont positifs, ça nous oriente, ça nous aide, mais quand ils sont négatifs, là vous êtes obligé de passer par cette méthode. Et là, on fait ce qu'on appelle en quelque sorte le TPO de diagnostic. C'est-à-dire, et alors là je voudrais juste insister sur un fait important, si l'allergène est impliqué dans un choc anaphylactique, il est important que ces tests de réintroduction des aliments après leur éviction temporaire doivent se faire dans un milieu hospitalier. D'accord? Et avec, bien sûr, c'est-à-dire avec un personnel qui a l'habitude de prendre en charge ce genre de pathologie et qui est bien formé. Bien sûr, il faut aussi rajouter à ça tout ça, l'importance, c'est la présence d'un service euh, spécialisé de réa juste à côté, et non pas dans une autre ville. Donc, et bien sûr, après éviction de ces aliments suspectés, on commence, par exemple, si on suspecte, on se dit probablement c'est les protéines de lait de vache, on commence par les protéines de lait de vache. Et on donne, en milieu hospitalier, les protéines de lait de vache. Alors ce test, ce qu'on appelle le TPO de diagnostic, il obéit à des protocoles. Hein, c'est pas, je viens, je lui donne, je ne sais pas moi, 150 millilitres ou quoi que ce soit. Non, non, c'est des protocoles qui sont bien quantifiés et on va tout doucement, on commence par des petites quantités minimes. D'accord? Et on donne et on voit. Si l'enfant il fait une réaction immédiate, tant mieux, le diagnostic a été posé. Et on attend jusqu'à, par exemple, 2 heures, jusqu'à moins de 2 heures. Et si pendant cette phase-là, il vous fait le problème, c'est-à-dire qu'il est dans la réaction de type 1. Maintenant, s'il n'a fait aucun problème, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tranquille le bébé et on se dit peut-être il va faire une réaction retardée. Et on attend 24 heures, on attend 48 heures, on attend 72 heures. Normalement, au-delà de 4 jours, s'il ne fait rien du tout, probablement ce n'est pas les protéines de lait de vache qui sont à l'origine de son problème. Et ainsi de suite, avec tous les aliments. Mais lorsqu'il s'agit d'un enfant non diversifié, c'est généralement un nourrisson qui a été allaité au sein ou un nouveau-né qui a été au sein. Ensuite, après un certain moment, la maman, soit elle fait un sevrage, elle arrête d'allaiter, pour une raison ou pour une autre. حليبك ما ينفعش, حليبك خفيف, ما راهش يشبع. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne du lait artificiel. Et là, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il fait une réaction immédiate dans les moins de 2 heures, et donc ce sera une réaction immédiate, et on va l'identifier. Soit il fait une réaction au-delà des 2 heures, et ça peut persister plusieurs jours, mais on finira toujours par identifier son APLV parce qu'il ne reçoit que du lait. Donc, en résumé, si l'enfant n'est pas diversifié, le diagnostic de la PLV
est facile. Par contre, le diagnostic de la PLV peut être difficile si l'enfant est diversifié. Passons maintenant à la clinique de la PLV. Alors, deux mécanismes, plutôt deux tableaux cliniques peuvent être distingués selon le mécanisme impliqué. Il y a les APLV IgE médiés, rappelons-le, et on ne cessera de le rappeler. D'abord, c'est des manifestations aiguës qui surviennent dans les moins de 2 heures après l'ingestion de l'allergène, c'est-à-dire les protéines de vache. Je sais que je me répète et je ne cesserai de me répéter. C'est tellement important. Et donc, ils peuvent se manifester par une rhinoconjonctive, passant par une gêne respiratoire. Ça peut aller jusqu'au collapsus et au œdème laryngique, entraînant ce qu'on appelle le choc anaphylactique. Ce choc anaphylactique, donc vous voyez ici, c'est un choc qui est toujours précédé par des manifestations cliniques et donc on peut toujours agir pour sauver le malade et prévenir chez lui le choc anaphylactique. Ces manifestations des APLV IgE médiés sont bien codifiées et elles ont été bien décrites par la classification de Ring et Mesmer, que je vais vous montrer. Alors cette classification de Ring et de Mesmer distingue selon le grade de gravité 3 ou 4 stades, c'est-à-dire la réaction légère qui associe des signes cutanés muqueux, érythème, urticaire, généralisée avec ou sans angio-œdème. Ensuite, ça peut être une réaction modérée, atteinte multiviscérale, associant signes cutanés muqueux, plus ou moins hypotension, tachycardie, dyspnée, signes digestifs. Et la réaction sévère, c'est celle-là qu'on craint. C'est toujours, elle peut être atteinte mono ou multiviscérale sévère, avec collapsus cardiovasculaire, tachycardie ou bradycardie, avec ou sans trouble du rythme, avec ou sans bronchospasme, et plus ou moins signes digestifs. C'est une réaction qui peut engager le pronostic vital du bébé. Enfin, la réaction 4, c'est quoi? Tout simplement, c'est l'arrêt cardiaque. Et donc, vous voyez qu'on peut sauver le bébé si on arrive à intervenir à un moment donné au niveau de ces réactions. Revenons maintenant à notre fameuse clinique. Pour ce qui concerne les manifestations de la PLV non IgE médiée, c'est-à-dire les réactions type 3 et type 4, on les appelle aussi réactions retardées. Alors, je voudrais juste vous dire que pour le type 2, type 3 et type 4, sur le plan théorique, on arrive à faire la part des choses, mais dans le pratique, c'est difficile. C'est pourquoi, généralement, on les met dans le même tableau, et on parle de réactions retardées, parce qu'elles surviennent généralement dans les heures qui suivent l'ingestion de l'allergène, comme ça peut aller à plusieurs jours. Et vous voyez que dans les APLV non IgE médiés, elles peuvent revêtir des formes cliniques variables, polymorphes et même parfois trompeuses. C'est ce qu'on a montré dans la physiopathologie de la PLV. Et donc ça peut se manifester par des manifestations digestives, nausées, vomissements, par un RGO, par une oesophagite, c'est-à-dire une des qui peut se traduire cliniquement par une hématémèse. Et là, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. Quand le bébé présente une oesophagite des hématémèses, ça peut être une APLV, comme ça peut être un RGO. Pourquoi? Parce que le RGO ou la PLV, il mime le même tableau clinique. Et parfois, si on n'a pas les moyens de trancher, si on ne peut pas faire une fibroscopie chez le nouveau-né ou chez les petits nourrissons, on se base bien sûr sur la clinique, mais même parfois avec la clinique, on a du mal. Et généralement, c'est pourquoi ces malades-là, parfois on les met sous EPP
Et on les met aussi en même temps sous éviction des protéines de vache. Et quand le bébé est mis sous épée, sachez-le qu'on ne va pas garder ces épées toute sa vie. Ils ont un certain temps, il faut les arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils sont néfastes sur le bébé. Généralement, après un traitement de 15 jours, il faut arrêter les EPP. Et si maintenant c'est une oesophagite, par exemple, peptique, et non pas allergique, et non pas due aux protéines de vache, donc le bébé, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va refaire son problème. Il va refaire des hématémèses. Maintenant, s'il ne refait pas, c'est-à-dire probablement, c'est une APLV. Maintenant, si on peut faire des examens complémentaires, comme on en a parlé tout à l'heure, qui peuvent nous aider, tant mieux. Si on n'arrive pas, tant pis. Il peut aussi présenter une anorexie, hein, parce que les APLV peuvent se manifester, on l'a dit tout à l'heure, par un syndrome de malabsorption. Donc, ils peuvent revêtir le tableau d'un syndrome de malabsorption. Anorexie, refus d'alimentation, des douleurs abdominales, des coliques, des ballonnements, des diarrhées, constipation et surtout une cassure de la courbe du poids. Sans oublier qu'ils peuvent aussi se manifester, attention, par des rectorragies et par des troubles du sommeil. Et ça, pourquoi je vous dis tout ça? Ces manifestations cliniques, parfois, quand moi j'en parle maintenant, ça a l'air d'être clair, mais parfois quand survient chez un enfant, et que généralement c'est des enfants qui sont diversifiés, et ça traîne, ça traîne, ça traîne, parfois on a du mal à faire la part des choses. D'accord? Bien sûr, quand on dit bébé, il fait des rectorragies, je dis il faut toujours évoquer une APLV chez lui, surtout si c'est un enfant qui n'a jamais été diversifié. Il allait très très bien sous allaitement maternel. La maman, elle arrête le lait maternel, elle introduit le lait artificiel et commence à développer des rectorragies. Je ne dis pas d'emblée, il faut rattacher, bien sûr, la PLV à rectorragie. Il faut bien sûr éliminer les autres causes. Il faut éliminer les autres causes. Peut-être qu'il fait, je ne sais pas, une invagination intestinale, je ne sais pas, peut-être qu'il fait une trouble de la crasse sanguine. On élimine, mais il faut toujours, toujours savoir y penser aussi à la PLV. Une fois que vous avez éliminé les autres étiologies. Quels sont maintenant les examens complémentaires qu'on peut demander devant une APLV? Pardon? Il y a l'FNS. Ben oui, l'FNS parfois, non seulement elle permet de vous montrer si le bébé n'a pas une anémie, mais aussi elle peut vous montrer une ésophilie. Une éosinophilie, ça peut vous orienter vers un problème allergique. Et aussi, on peut doser ce qu'on appelle le dosage des IgE total. Alors, je m'arrête là parce que parfois, on demande beaucoup les IgE total. Moi, je vous dis que les IgE total ne sont ni spécifiques, ni sensibles, mais par contre, elles sont très coûteuses. Des examens qui ne rapportent rien. Donc, ça ne va rien du tout. Elles sont coûteuses pour rien. Ensuite, ce qu'on appelle le dosage des IgE spécifiques. Alors ça, pour le dosage des IgE spécifiques, pour le dosage des IgE spécifiques, sachez que quand il revient positif, c'est bien. Ça permet d'étayer le diagnostic d'APLV. Mais s'il revient le test, ou plutôt le dosage des IgE revient négatif, eh bien, ça n'élimine pas le diagnostic. C'est-à-dire pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'un test, il reste toujours un test. Il n'est jamais fiable à 100%. Pour que le test soit fiable, il faut que ce test réponde à 2 critères. Premièrement, qu'il soit très sensible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ce test doit avoir la capacité de détecter tous les enfants qui sont réellement allergiques. Il doit rater personne. Il ne doit pas rater aucun bébé.
chose qui n'est pas vraie. Deuxième point, pour que le test soit fiable aussi, il faudrait qu'il réponde aussi à ce deuxième critère. Il soit très spécifique, c'est-à-dire sa capacité à identifier un bébé comme non allergique s'il ne l'est pas. Si un bébé n'est pas allergique, il doit le détecter comme étant qu'il n'est pas allergique, chose qui n'est pas vraie. Et cela pour des raisons multiples que je ne vais pas aborder aujourd'hui dans ce cours parce que ce n'est pas l'objectif de mon cours. Mais sachez que quand les EGE spécifiques reviennent positifs, ils ont un intérêt dont ils permettent d'une part d'étayer le diagnostic, c'est-à-dire quand je trouve que les EGE spécifiques sont positifs, mais ça ne veut pas dire qu'ils posent le diagnostic d'APLV. Ils permettent de l'étayer. Deuxième point, les EGE, le dosage des EGE, il a plutôt un rôle dans le suivi de l'APLV. Je m'explique. Vous avez un bébé, vous avez fait des EGE spécifiques avant l'éviction du profil d'élevage, ils étaient très élevés. Après, une fois que vous avez mis cet enfant-là sous éviction des protégés, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez des EGE de contrôle. 4 mois, après 4 mois ou 3 mois d'éviction, vous demandez des EGE spécifiques. Si vous voyez que ces EGE spécifiques diminuent, que leur taux diminue, ça c'est un critère de pronostic. C'est-à-dire que cet APLV va dans le bon sens, va vers la tolérance, l'acquisition de la tolérance. Et ça peut même vous permettre de prédire, entre guillemets, le moment où vous pouvez faire le test de réintroduction des protéines de lait de vache. C'est ce qu'on appelle l'acquisition de la tolérance. Ou le TPO de l'acquisition de la tolérance. Mais les IgE, sachez que les IgE spécifiques, à eux seuls, ne décident pas de façon systématique tel jour il faut faire la réintroduction. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une période qu'il faut la respecter et cette période-là, elle ne doit pas aller moins de 6 mois d'éviction. Et vous allez voir, je ne vais pas entrer dans le détail, ça dépend de chaque type d'allergène. Il y a certains aliments que ça demande beaucoup plus. Donc ça dépend du type d'allergène. Il y a aussi les tests cutanés. Alors, pour les tests cutanés, il faut savoir que pour les réaliser, il faudrait d'abord qu'il y ait un arrêt du traitement anti-allergique, au moins 3 jours avant de réaliser le test. Si cet enfant il est sous traitement anti-allergique, par exemple s'il est sous antihistaminique, s'il est sous dermatocorticoïde ou quelque chose comme ça, ces traitements-là devraient être arrêtés 3 jours avant de pratiquer les tests. C'est des tests qui se pratiquent généralement au niveau de l'avant-bras. Donc, cela exige une peau saine. Maintenant, si ce bébé ou cet enfant ou ce nourrisson, il a un problème d'eczéma, donc, normalement, c'est contre-indiqué. Pourquoi c'est contre-indiqué? Parce qu'on ne pourra pas faire la part des choses quand on met l'allergène et il y aura une réaction allergique. On ne pourra pas faire la part des choses entre la papule de la réaction allergique et entre la papule de son problème d'eczéma. Pour les prike tests, généralement, ils ont une bonne, plus ou moins, quand ils sont positifs dans les formes à IgE médiés, ils peuvent étayer le diagnostic. Je dis étayer. Retenez bien les termes. Je n'ai pas dit poser le diagnostic. Mais sachez aussi que ces prike tests aussi, ils peuvent aussi nous renseigner dans les formes non IgE médiées. Rappelez-vous que dans les formes non IgE médiées, surtout les types 4, ils font aussi intervenir les IgE. Donc ils trouvent aussi leur place dans les réactions retardées.
mais du point de vue sensibilité, ils sont moins sensibles que par rapport aux réactions à IgE médiées, qui sont immédiates. D'abord, ça, c'est à retenir. Concernant les patch tests, alors pour les patch tests, c'est généralement, ils étudient les réactions retardées. Type qu'on a vu tout à l'heure de la physiopathe, les types 3 et le type 4. Et donc, ça consiste généralement à mettre l'allergène au contact de la peau pendant 48 heures à 72 heures. Et après, on voit. Avant l'âge de 6 mois, seulement 50% des enfants ont un test positif, contre 82% après l'âge de 1 an. Donc, sa sensibilité, elle est beaucoup plus accrue au-delà de 1 an. Alors là, sur cette plaque que vous voyez là, c'est des iconographies, des tests cutanés que j'ai pris de l'internet, hein, pour être honnête avec vous. Alors qu'est-ce qu'on voit? Que ces tests, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont appliqués sur une peau saine au niveau de l'avant-bras et on peut tester ce que vous voulez. On peut tester tous les allergènes possibles, hein. Tous les allergènes sont possibles. Alors, quand il y a une... Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on prend comme ces allergènes, ces allergènes, pardon, c'est des extraits des aliments. On est d'accord. Et c'est des extraits commerciaux qui sont commercialisés. Et normalement, ils sont censés produire la même réaction qu'un aliment dans sa forme native. Mais je voudrais juste vous dire, pour les protéines de lait de vache, on n'utilise pas un extrait, on utilise des protéines de vache natives, c'est-à-dire naturelles. Alors, bien sûr, avant de commencer le test, on commence toujours par le témoin. Le témoin, c'est quoi? Le témoin positif, pour qu'on puisse comparer les réactions des autres allergènes, toujours on les compare par rapport au témoin. Et comme témoin positif, bien sûr, vous avez deviné, on prend l'histamine. On prend une goutte d'histamine et on pique à travers cette goutte-là, au niveau de l'épiderme. Et sachez que ce n'est pas douloureux. Et ça ne fait pas saigner. Et une fois qu'on a piqué, qu'est-ce qu'on attend? On attend 10 à 15 minutes. Et bien sûr, on voit la réaction de la peau. Il va y avoir une réaction qui associe 3 éléments. Un érythème, une papule et un prurite. C'est ce qu'on appelle classiquement la triade de Lewis. Et là, je voudrais juste attirer votre attention. Érythème, E, ça commence par E. Et c'est à cause de ça qu'on a attribué le nom de IgE. On aura ce nom, IgE, par rapport à l'érythème. Parce que c'est des réactions immédiates. Et donc, on a donné le nom E aux IgE par rapport à l'érythème qu'ils produisent. C'est un petit peu l'histoire des IgE. C'est bien. Parfois, il faut un petit peu connaître l'histoire des choses pour pouvoir honorer tous ces savants qui ont travaillé dans son domaine. Et aussi, on utilise aussi un témoin négatif. Généralement, ça dépend chacun qu'est-ce qu'il utilise. Et il utilise ce qu'on appelle une solution glycérinée. Et après, bien sûr, on commence à déposer des gouttes sur la peau. Bien sûr, on les numérote par rapport au flacon, afin qu'on puisse identifier après l'allergène qui a été en cause dans l'allergie. Et on attend 10 à 15 minutes et après on voit. Et on compare par rapport aux témoins positifs et par rapport aux témoins négatifs. Si la papule, le diamètre de la papule, il est comme le témoin positif, alors elle est considérée comme témoin positif, comme positif. Comme quoi cet enfant-là, il est allergique à cet allergène. Mais sachez une chose très importante, et je ne vais pas trop vous casser la tête avec ça, c'est que pour chaque allergène,
il peut y avoir, c'est-à-dire il y a un diamètre spécifié par rapport à lui pour parler de positivité par rapport au témoin. Et là, juste pour vous donner une idée. Alors, passons maintenant au diagnostic positif de la PLV. Alors, comment poser le diagnostic positif de la PLV? C'est ça le challenge. Eh bien, sachez, pour parler d'une APLV, il y a la triade classique, la triade clinique classique, c'est-à-dire la présence de symptômes cliniques en présence ou à la suite de l'ingestion des protéines lait de vache, disparition des symptômes sous exclusion ou éviction des protéines lait de vache. Jusque-là, c'est bien, on est content, mais on n'est pas sûr que c'est une APLV. Donc, réapparition des symptômes lors de l'introduction des protéines lait de vache. Et quand on parle réintroduction, la réapparition donc des symptômes lors de la réintroduction des protéines lait de vache, c'est ça qui permet de poser le diagnostic de la PLV. Donc, et cette réintroduction des protéines lait de vache, elle se fait par un test de provocation orale. Et on l'appelle le test de provocation orale de diagnostic. Et pas généralement, il faut qu'il se fait un mois après l'éviction des protéines lait de vache. Ou plus tard, 6 semaines. Donc, je vais encore, comme j'ai insisté sur les réactions IgE-médiées, je vais encore insister sur le TPO de diagnostic. Ce TPO de diagnostic, généralement, n'est pas indiqué comme ça. Hein. Il est indiqué lorsqu'il subsiste un doute diagnostique. Et il est indiqué que ce soit dans les APLV retardés, parce qu'il y a un doute diagnostique, et, je dis bien et, parfois, je dis bien parfois, hein, dans les APLV à IgE médié, lorsque il y a un doute diagnostique. Mais sachez, quand il s'agit d'APLV à IgE médié, surtout si l'enfant il a fait une forme grave et sévère, et il y a un doute et on veut vraiment prouver qu'il s'agit, c'est les protéines lait de vache qui ont été à l'origine de cette tableau clinique, alors ce TPO de diagnostic, il ne doit pas se faire n'importe où. Il doit se faire, et là j'insiste, hein, vraiment j'insiste, hein, il doit se faire dans un centre ou dans un service spécialisé dont le personnel est formé, il sait prendre en charge ce genre de TPO parce qu'il y a tout un protocole, toute une modalité. Et surtout, il faudrait qu'il ait un service de réa, unité de soins intensifs, juste à côté. C'est pour vous dire l'importance et la gravité des APLV à IgE médié. Maintenant, si le malade ou l'enfant ou le bébé, ce que vous voulez, il a présenté une réaction ou ce qu'on appelle une anaphylaxie selon la classification de Mesmer, normalement le diagnostic est évident. Mais parfois, bon, pour des raisons ou autres, je dis bien il peut y avoir un problème de doute. Et là, je tiens à vous informer de ça. Il est de mon devoir. Maintenant, si on est sûr qu'il a fait, que c'est une réaction IgE médiée et on est sûr du diagnostic, on ne tente rien du tout. On continue l'éviction jusqu'à, par exemple, au-delà de 6 mois. Mais à partir de 6 mois,
d'éviction, ça peut aller jusqu'à 9 mois, ça dépend de la sévérité du tableau clinique qu'il a présenté. On est obligé, eh bien oui, on est obligé de faire ce qu'on appelle le TPO de réintroduction des protéines de lait de vache. Vous n'allez pas maintenir le régime à vie. N'oubliez pas que c'est une pathologie qui peut guérir spontanément. Et là, si vous faites un TPO de réintroduction des protéines de lait de vache, on appelle ça le TPO d'acquisition de la tolérance. Alors, sachez aussi qu'il va se faire dans les mêmes conditions que si c'était un TPO de diagnostic. Pourquoi? Parce que le malade, il peut refaire le même tableau clinique initial avant l'éviction des protéines de lait de vache. Comme il peut ne rien faire. C'est-à-dire qu'il a toléré. Il a acquis la tolérance. Son système immunitaire et son microbiote, maintenant, ils sont matures et donc ils peuvent tolérer les protéines de lait de vache. Mais ils risquent aussi de ne pas tolérer. Donc là, sur cette plaque, je voudrais vous montrer un algorithme, ou bien ce qu'on appelle un arbre décisionnel devant une APL. Et ça, c'est les recommandations qui se font ailleurs. Et sachez aussi que nous aussi, on fait la même chose, hein, à quelques différences près. Hein, d'accord? Alors, et donc, vous voyez sur cet algorithme que il commence par l'histoire clinique évocatrice. À la tête de l'algorithme, hein, c'est l'histoire clinique évocatrice. Et donc, cette histoire clinique évocatrice, nous, on ne peut la recueillir que en se référant, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure dans notre préambule, à l'interrogatoire de la mère. Donc, qui va nous permettre de recueillir l'histoire clinique de l'apparition des symptômes. Et cette histoire-là, c'est elle qui est ou qui constitue le clé du diagnostic de la PLV. Et on ne cessera de vous le répéter au fur et à mesure qu'on fait ce cours. Donc, la mère rapporte que les manifestations ont généralement ont débuté dès les premiers mois de la vie et la chronologie des manifestations rapportées par la mère permet donc de les différencier en manifestations immédiates qui vont survenir les premières minutes ou les 30 minutes ou dans tous les cas avant les 2 heures après l'ingestion des protéines lait de vache ou ses dérivés, le halib ou mushtaqatir, bien sûr, et où elle va vous rapporter les manifestations retardées qui ont été bien décrites dans les plaques précédentes. Et donc cette chronologie, elle est bien illustrée dans cet arbre décisionnel. Alors, sur cet algorithme, on voit que les tests cutanés se font ailleurs systématiquement. Et donc, quand ils sont positifs, donc ces examens permettent, comme on l'a dit tout à l'heure, ils permettent d'étayer et de réconforter le diagnostic d'une APLV. Mais quand ils reviennent négatifs, ils n'éliminent pas formellement le diagnostic d'une APLV. Alors je voudrais juste vous dire que, un petit peu dans notre contexte à nous, ce n'est pas toujours évident de réaliser ces examens. Pourquoi? Car ce sont des examens coûteux. Il faut savoir dire la vérité. Ils se font à titre externe. Et parfois même à titre externe, ils ne sont pas disponibles. Rajoutez à ça
et que la plupart des parents de nos malades ne peuvent se permettre. Et donc, on continue toujours dans cet algorithme. Et vous voyez que lorsque les tests sont négatifs, mais le malade a présenté une anaphylaxie, rappelez-vous, l'anaphylaxie, c'est selon la classification de Mesmer, selon la classification de Mesmer. Donc, cette classification de Mesmer, et là vous avez la vidéo, vous pouvez revenir sur dans la vidéo et la revoir. Quand il s'agit de stade 3, c'est-à-dire anaphylaxie sévère, et là je parle de ce qui se fait ailleurs, c'est-à-dire même c'est une anaphylaxie donc qui doit être rapportée à une APLV confirmée. Et donc le régime d'éviction est mis en place, même si les tests sont négatifs. Si les tests sont positifs, donc APLV confirmé, régime d'éviction entamé. Je ne veux pas rentrer dans cette case-là. D'accord? On a l'astreinte, on n'en parle pas. Mais donc, je veux revenir juste à ça. C'est par rapport toujours. J'ai dit que nous, on fait la même chose qu'eux, mais parfois avec quelques différences près. Eux, quand ils parlent d'anaphylaxie sévère, et ils la rattachent d'emblée à la PLV, dans notre contexte à nous, il faut être prudent. Nous n'avons pas les mêmes moyens pour le TPO. C'est pourquoi toute réaction immédiate décrite dans la classification de Mesmer, qui va du stade 1, stade 2 jusqu'à stade 3, devrait nous faire inciter à démarrer le régime. On n'attend pas le stade 3. Stade 1, stade 2, on peut déjà démarrer le régime. Dans notre contexte à nous. Dans les manifestations retardées aussi, ils font les examens, bien sûr complétés par le patch test, de façon systématique. Ils sont disponibles, les examens. S'ils reviennent négatifs, ils recherchent une autre cause. Si cette cause-là a été retrouvée et on peut la rattacher au tableau clinique, ça s'arrête là. C'est bon. Ce n'est pas une APLV, c'est une autre cause. Maintenant, s'ils font leur bilan d'investigation et ce bilan ressort négatif, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle un régime d'exclusion des preuves pendant 4 semaines. C'est ce qu'on fait nous aussi. Alors, donc, toujours dans cet arbre décisionnel, alors pour le régime d'exclusion des preuves de 4 semaines, que nous pratiquons aussi nous, je vais y revenir. Et je continue tout d'abord avec le fait que si les tests reviennent positifs, c'est la deuxième éventualité, eh bien, le régime d'éviction est mis en place et le diagnostic d'APLV est retenu. Si ce régime s'avère inefficace, vous voyez, ils étaient positifs. S'il s'avère inefficace, alors le diagnostic d'allergie alimentaire n'est pas retenu et le malade, bien sûr, il est confié à la consultation pour rechercher autre étiologie. Maintenant, si le régime s'avère efficace, le diagnostic d'allergie alimentaire est retenu et bien sûr, on prévoit ultérieurement réintroduire les protéines lait de vache. Alors là, pour le régime d'exclusion des preuves de 4 semaines, quand on le fait, 2 éventualités peuvent se présenter à nous. Donc, soit la première éventualité, soit le régime s'avère efficace, et donc le diagnostic
d'APLV est retenu, et bien sûr, après 4 semaines, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle un TPO de diagnostic. On réintroduit les protéines des vaches. Et si l'enfant reproduit les mêmes signes, les mêmes symptômes initiaux, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit qu'il s'agit d'une APLV. Rappelez-vous la triade classique pour poser le diagnostic positif. Maintenant, il y a une deuxième éventualité. Les symptômes persistent sous régime d'éviction. Le diagnostic d'APLV n'est pas retenu et on doit donc rechercher une autre étiologie aux symptômes de l'enfant. Alors, si je vous ai montré cet algorithme décisionnel, c'était juste pour vous montrer que même si on peut réaliser des examens complémentaires, comme il se fait ailleurs, chose qu'on aimerait bien, mais quand on n'a pas, on n'a pas. Alors, on est toujours confronté, parfois, à des difficultés pour poser le diagnostic d'une APLV, que ce soit dans les manifestations aiguës, mais rarement, et les manifestations retardées, c'est le cas qui se présente le plus souvent. Et cela nous confirme la complexité de la pathologie d'APLV. Passons maintenant au traitement de l'APLV. Alors, sachez que en cas d'APLV, et ça, je ne vous rapporte rien de nouveau, que l'allaitement maternel, s'il est encore possible, si la mère, c'est-à-dire elle peut donner encore, c'est la meilleure solution. Maintenant, parce qu'il y a des moments, parfois, elle a le lait, mais elle introduit les protéines de vache pour, c'est-à-dire pour, donc elle a toujours du lait. Et si l'enfant, à l'introduction des protéines de vache, lui a fait un problème d'APLV, donc on peut lui expliquer les choses, et donc la maman, elle peut reprendre l'allaitement maternel exclusif, quand c'est possible. Maintenant, en cas d'impossibilité, le lait sera remplacé par quoi? Le lait artificiel, premier âge, sera remplacé par un hydrolysat. Ou, c'est-à-dire quoi, un hydrolysat? Ce sont des protéines qui ont été hydrolysées. Et quand on hydrolyse les protéines, en quelque sorte, on réduit les séquences peptidiques des protéines. Et en réduisant les séquences des protéines, on diminue l'allergénicité des protéines de lait de vache, sans la faire disparaître totalement. Et il existe deux types d'hydrolysats. Il y a ce qu'on appelle des hydrolysats qui sont partiellement hydrolysés, c'est ce qu'on appelle les laits HA, les laits hypoallergéniques. Et il y a aussi des laits extensivement hydrolysés, c'est ce qu'on appelle les laits EHF. Et donc là, en se référant aux experts, seuls, alors là j'insiste, seuls, je me répète encore la troisième fois, seuls les laits EHF sont autorisés à être donnés et indiqués pour alimenter un nourrisson ayant une APLV. Et là, il est de mon devoir de rappeler d'abord à moi-même et à vous, mes étudiants, les futurs médecins généralistes et les futurs médecins spécialistes, de ne jamais prescrire les laits HA devant une APLV. Car le lait HA n'a aucune place dans le traitement de l'APLV. Maintenant, si
le bébé, malgré qu'il a été mis, malgré le fait, pardon, qu'il a été mis sous les EHF, seulement ces symptômes persistent. Dans ce cas de figure, on a recours aux acides aminés carrément. C'est ce qu'on appelle le Niocat. Malheureusement, il n'est pas encore commercialisé en Algérie. Maintenant, si l'enfant est diversifié, eh bien, on élimine tout ce qui, de son alimentation, bien sûr, tout ce qui est lait, laitage, fromage, beurre, crème fraîche et bien sûr tous les produits industriels contenant du lait et qui devraient être, bien sûr, signalés systématiquement dans l'étiquetage. Et là, je rappelle, j'insiste sur l'étiquetage parce que un allergène masqué dans les préparations industrielles peut être une source d'anaphylaxie accidentelle, voire fatale pour les enfants. Alors que la pathologie, n'oubliez jamais, il ne faut pas oublier, et on va le redire dans l'évolution, que c'est une pathologie qui peut évoluer vers la guérison. C'est pas qu'elle peut évoluer, elle évolue vers la guérison. Sachez aussi qu'en Algérie, le législateur a établi des lois et des décrets qui sont clairs sur ce point-là. L'industriel doit déclarer لازم يصرح par le biais de l'étiquetage tous les produits et notamment les produits qui sont considérés comme allergisants afin de protéger la santé du consommateur. Mais parfois nos industriels ont tendance à négliger cette donne. Toujours dans le traitement de la PLV, on continue. Mais pour les enfants qui sont allergiques à la sérum albumine, des protéines de lait de vache, vous l'avez, on en a parlé à l'introduction, sont généralement aux alentours de 10 à 20% d'entre eux sont généralement aussi allergiques à la viande de bœuf et de veau. L'exclusion du bœuf et de veau n'est pas systématique dans la PLV. Mais en l'absence de tests cutanés et ou études spécifiques qui peuvent nous permettre d'éliminer qu'il n'y a pas de réaction allergique à ces protéines-là, donc il nous paraît, dans notre contexte à nous, logique et même sage de supprimer les viandes de bœuf et de veau lors du régime de la PLV. Concernant maintenant le traitement de l'anaphylaxie, alors que ce soit une anaphylaxie accidentelle survenant chez un PLV à IgE médié connu ou anaphylaxie révélatrice de la PLV à IgE médié, le traitement de première ligne en urgence, c'est bien sûr d'administrer l'adrénaline à la raison de la dose de 0,01 mg kg au niveau intramusculaire et à la face antéro-externe de la cuisse. Actuellement, c'est ce que préconisent les experts. C'est le traitement de première ligne. Alors, les doses recommandées est de ne pas dépasser 0,5 mg d'adrénaline chez l'adulte. Par rapport à l'enfant, il ne faut pas, ou plutôt la dose recommandée, elle est de 0,15 mg et elle peut être administrée à un enfant dont le poids se situe entre 7,5 et 25 kg. Et généralement, c'est des stylos
auto-injectables qui sont prêts à l'emploi. Et la dose, on préconise une dose de 0,30 mg pour les enfants pesant plus de 25 kg. Bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre l'enfant en mise en condition. C'est-à-dire quoi en mise en condition? C'est-à-dire ce qu'on appelle le rituel. Mesures de sécurité, oxygénothérapie, une fois d'abord, monitoring des paramètres vitaux. C'est un enfant qui est en train de faire une anaphylaxie, il ne faut pas l'oublier. Je donne les corticoïdes, parfois intraveineuses. Si l'enfant présente un bronchospasme, je donne des séances de nébulisation bronchodilatateur. Et bien sûr, on peut aussi y associer les antihistaminiques. Mais sachez que pour les corticoïdes et les antihistaminiques, selon les travaux et la revue de littérature, ils n'ont jamais démontré leur efficacité en matière d'anaphylaxie. Mais ils sont donnés. Donc, quand l'enfant vient dans un tableau d'anaphylaxie aux urgences, que ce soit un médecin généraliste ou que ce soit nous en tant que pédiatre, on ne le regarde pas et on attend le réanimateur. C'est à nous de prodiguer les premiers traitements, car sa vie y dépend. Et n'oubliez jamais que c'est une pathologie qui guérit spontanément. On fait notre travail, on prend en charge l'enfant parce qu'il est dans un état d'urgence, et bien sûr, on se dit peut-être qu'il va se dégrader ultérieurement, ou bien s'aggraver, ou bien il pourrait nécessiter peut-être de l'adrénaline en perfusion ultérieurement, comme traitement de deuxième ligne. Ça, on peut le faire en parallèle avec notre prise en charge. On prend en charge notre enfant et en même temps on fait les démarches pour éventuellement le transfert vers un service spécialisé, mais pas d'emblée. Toujours faire le maximum pour le malade. Bien sûr, une fois que le malade s'en sort, eh bien, surtout dans ce genre de tableau clinique à PLV à IGE métier, il ne faut jamais oublier, à la sortie de l'enfant, à risque d'anaphylaxie ultérieure, toujours, il doit avoir reçu la prescription du stylo auto-injectable d'adrénaline, ce qu'on appelle la trousse d'urgence. Bien sûr, ce stylo auto-injectable ne servira à rien si on n'associe pas une éducation thérapeutique. Une éducation thérapeutique personnalisée, c'est-à-dire destinée à l'enfant, s'il y en a, je comprends bien sûr, mais aussi à sa famille et à toutes les personnes qui prennent en charge cet enfant-là, que ce soit dans les différents lieux de vie, que ce soit à domicile, que ce soit à la crèche, que ce soit à l'école, pendant les loisirs, car le risque d'un accident allergique peut être fatal à l'enfant si on ne lui donne pas l'adrénaline on y aime au moment où ça se produit. Et donc cela, ça sous-entend que la personne qui l'accompagne doit être éduquée dans ce sens-là. Alors maintenant, passons à l'évolution de la PLV. Eh bien, elle est favorable avec un taux de guérison de 50% au cours de la deuxième année, aux alentours de 85% vers l'âge de 3 ans et 95% à l'âge de 5 ans, mais sachez aussi que ça peut aller jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est-à-dire que la tolérance, ou ce qu'on appelle l'acquisition de la tolérance, elle peut parfois aller jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc pour les formes non IgE dépendantes, ont un pronostic plus favorable. Mais pour les formes IgE dépendantes, parfois, elles sont souvent, plutôt souvent, excusez-moi, hein, parfois moi aussi je me bloque devant la vidéo, elles sont souvent associées ou suivies par des symptômes respiratoires. Et donc, quand on voit ce taux de guérison spontanée,
on ne peut être que content pour nos enfants. Et donc cela doit nous inciter, nous en tant que cliniciens, et vous, mes étudiants, mes futurs généralistes et futurs aussi spécialistes, et ça je le répète et j'y insiste, vous devriez aussi faire de votre mieux et ensemble pour dépister, détecter et traiter tous les enfants, en tout cas les enfants qui passent par entre nos mains. Ayant une APLV, notamment les APLV à IgE médié, pour leur éviter une issue fatale pour une pathologie dont l'évolution est favorable spontanément. Continue. Alors là, ça, c'est juste sur cette plaque-là, c'est un exemple de réintroduction du lait de vache. Hein. C'est surtout... alors sachez que le TPO de diagnostic ou le TPO de réintroduction des protéines de lait de vache pour apprécier la tolérance ou l'acquisition de la tolérance, généralement, ils se font selon le même modèle. Hein. C'est le même protocole et c'est bien codifié. Et donc, pour le test de l'acquisition de la tolérance, et généralement, on le fait après 6 mois d'éviction des protéines de vache. Parfois, ça peut aller jusqu'à 9 mois. Mais, et on tente. On fait un test de réintroduction. Si tout va bien, eh ben, on dit que le bébé ou l'enfant, il a acquis la tolérance. C'est-à-dire quoi la tolérance? C'est-à-dire son système immunitaire et donc son microbiote, ils sont devenus matures et ils tolèrent les protéines de vache. Parfois, il peut y avoir un échec. C'est-à-dire, l'enfant reproduit la symptomatologie initiale. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reprend le régime d'éviction. Et ainsi de suite. Et parfois, ça peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme on l'a dit tout à l'heure dans l'évolution, ça peut aller, la tolérance elle peut être acquise à l'âge de 2 ans, parfois 5 ans, parfois jusqu'à 10 ans. Et normalement, si parfois les parents le veulent, et à partir de 5 ou 3 ans, quand c'est parfois à la demande des parents, on peut faire ce qu'on appelle, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle provoquer la tolérance, c'est-à-dire par ce qu'on appelle l'immunothérapie. Et je m'arrête là pour l'immunothérapie. Avant donc de conclure mon exposé, je voudrais juste vous dire ou attirer votre attention que des manifestations d'APLV peuvent survenir aussi chez des enfants qui sont allaités au sein exclusif. Et donc là, une APLV, si on constate ces manifestations chez ce bébé qui est allaité au sein exclusif, ces manifestations cliniques, donc un régime d'éviction des protéines lait de vache sera mis en place. Mais cette fois-ci, ce n'est pas chez le bébé, chez la maman. D'accord? Parce qu'il y a, quand la maman consomme des protéines de vache, il y a toujours une petite quantité qui passe dans le lait maternel. Et donc, cela normalement, cette éviction des protéines de vache chez la maman doit permettre la disparition des symptômes chez l'enfant en moins de 2 à 3 semaines. Si ce régime est efficace, il sera poursuivi. Mais la mère doit recevoir un supplément de calcium pendant le régime d'exclusion à raison de 0,5 à 1 g par jour. Maintenant, si ce régime est inefficace, il doit être, bien sûr, arrêté. Et donc, une autre étiologie ou une autre pathologie doit être recherchée chez notre enfant pour expliquer ces symptômes. Alors, concernant la diversification alimentaire chez les enfants qui ont une APLV avérée, elle est obligatoire normalement à partir de l'âge de 4 mois. À partir de 4 mois, actuellement, les experts nous autorisent ou préconisent de diversifier les bébés. Donc, bien sûr, quand je dis diversifier, l'éviction des protéines de lait elle sera maintenue, mais on va introduire chez lui les autres aliments, même les aliments qui sont allergisants. Seulement, quand on introduit ces aliments,
et notamment tout ce qui est nouveau aliment, on doit l'introduire un à un, comme on a parlé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que qui dit enfant qui a déjà une API élevée, une allergie aux protéines végétales, il a le droit aussi d'avoir une deuxième allergie. C'est-à-dire, on parle d'allergie multiple. Donc, il n'est pas allergique à d'autres aliments. Mais cela ne doit pas nous empêcher de débuter chez lui la diversification alimentaire. Il y va de son développement cérébral et de son développement somatique. Concernant maintenant la prévention de l'allergie chez les nourrissons à risque, et qu'est-ce qu'on entend par nourrissons à risque? C'est comme l'a dit tout à l'heure dans l'interrogatoire, dans l'enquête de la PLF, c'est les nourrissons ayant au moins un parent du premier degré, père, mère, frère, sœur, allergiques. Alors ils sont considérés comme étant un risque d'allergie. Alors, sachez qu'en matière de prévention de l'allergie chez ce genre de bébé est un sujet très controversé. D'accord? Ce qui est sûr, c'est que l'idéal pour eux, c'est que les mamans doivent les allaiter. Et ça, c'est pas un problème. Parce que toutes les mamans qui ont déjà un antécédent dans sa famille, ou déjà un enfant qui était déjà allergique, systématiquement, elle va le faire. Donc, elle va faire l'allaitement maternel. Et cet allaitement maternel, selon les experts et les sociétés savantes, il faudrait le maintenir jusqu'à l'âge de 10 mois, de façon exclusive. Mais à partir de 6 mois, il faut diversifier le bébé. Il faut introduire les protéines ou les aliments allergisants. Et voir, bien sûr, la réaction de cet enfant-là. Mais ça doit se faire, bien sûr, de façon très prudente, comme on l'a dit tout à l'heure, et un à un. En conclusion, quels sont les points forts à retenir de cette conférence? Eh bien, que la PLV, notamment la PLV à IgE médié, peut engager le pronostic vital du bébé. Que le diagnostic de la PLV nécessite une démarche rigoureuse. Et que le diagnostic de la PLV, il est facile. Généralement, je dis bien qu'il est facile dans les formes à IgE médié, parce qu'il donne des manifestations aiguës. Cependant, il demeure difficile dans les formes non IgE médiées. Pourquoi? Parce qu'il peut revêtir une symptomatologie polymorphe souvent non spécifique. Et enfin, on retiendra ça, que c'est une pathologie certes complexe, que parfois elle peut être fatale, mais elle se fait souvent vers une guérison spontanée.